nous allons tout de suite du côté du Mali retrouver Mahamadou Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du groupe des Patriotes du Mali ce matin. Alors bonjour à vous, monsieur Koulibaly, et bienvenue. Bonjour, monsieur Bamba. Vraiment, c'est un grand honneur pour nous en tant que groupe des Patriotes du Mali. Nous saluons vraiment toute l'équipe de Forum Média. Et dans l'Afrique, on a ici du Mali jusqu'à dans l'Afrique, du Mali jusqu'à l'international. Nous sommes honorés vraiment par votre appel. Voilà. Alors, et nous sommes à votre disposition. Voilà. Allons-y tout de suite, monsieur Mahamadou Koulibaly, le chargé de la communication du groupe des Patriotes du Mali. Alors, première question pour vous qui êtes sur place. Comment se réveillent les Maliens ce matin au lendemain de cette annonce officialisée par le chef de l'État, président de la transition, chef supérieur des armées, le colonel Assimi Goïta? Comment se porte le Mali au lendemain de la reprise de Kidal par les forces armées maliennes? Vraiment, dans la généralité, dès l'annonce de la libération de Kidal, a commencé dans la première région jusqu'à Kidal, vraiment, c'était la joie totale. Et là, actuellement, où nous sommes, le drapeau malien brandi dans pas mal de rues. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui vont sortir manifester vraiment leur joie, toujours dans l'optique de soutenir cette transition. Et ce que vraiment nous pouvons retenir de cette transition, et ce que l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, 10 ans vraiment de combat, n'ont pas pu trouver une solution. Et quand on voit l'arrivée des Assimi, pendant 3 ans seulement, ils ont pu vraiment aller, vraiment battre les terroristes à Kidal. Et ça, c'est un grand espoir. Et c'était un défi entre le Mali et la communauté internationale. Et c'est ce qui pousse la population à sortir et manifester sa joie. Et nous avons su que la population de Kidal était prise en otage. Il fallait voir vraiment les Kidal sortir avec les drapeaux du Mali. Crier, vive les femmes, vive les femmes, vive les femmes. Cela vraiment nous dit que nous étions pris en otage par des forces du mal, par des forces du diable. Et vraiment, la prise de Kidal était ça a été un soulagement, un grand ouf de soulagement pour la population malienne. Et jusqu'à présent, nous, en tant que peuple, notre vraiment vision, c'est de soutenir les actions de la transition. Et je pense aujourd'hui, il y aura des manifestations dans pas mal de régions et dans les cercles et communes. Oui. Alors, et les débats... Allez-y, Koulibaly. Oui, donc, et les associations féminines et les associations vraiment qui sont là, et les activistes, les journalistes, tout le monde sont à pied d'œuvre pour vraiment expliquer les gens, que vraiment l'armée malienne est une armée vraiment républicaine. L'armée malienne est là pour la cause de sa patrie. Nous avons vu, on avait à peu près combien de bases avec nous. On avait plusieurs missions ici, Takuba, Barkhane, G5 Sahel, combien d'effectifs? Avec ces effectifs, toujours vraiment, nous ne pouvons pas trouver des solutions. Cela a été vraiment, cela nous a prouvé que la communauté internationale, toutes ces forces qui sont là, ne sont pas là au service du peuple malien. Et les Assimi a pris le taureau par les 2 cornes. Assimi a pris vraiment l'avenir du Mali en main. Comptons sur nous-mêmes. Et un grand merci aussi au peuple de la Fédération de Russie. La Russie vraiment est un partenaire stratégique pour la France. Et nous avons su qu'avec les Russes, il y a la sincérité. Nous avons su avec la Russie que vraiment c'est des patriotes engagés. Nous avons su avec la Russie que nous pouvons aller de loin. On peut dire que c'est grâce à ces renoues avec la coopération avec la Russie, nous avons su que vraiment la Russie est un partenaire sincère. Parce qu'avec la Russie, nous avons su que dès que Assimi a lancé vraiment un appel à Poutine, Poutine lui a dit la porte est déjà ouverte. Donc à cet effet, nous avons eu les institutions russes
nous avons eu vraiment des artilleurs russes vraiment qui ont monté la morale des troupes et ce qui a donné vraiment les résultats de Kidal. Nous vraiment, en tant que groupe patriote, on avait commencé ce combat il y a très longtemps. Au Mali, on a essayé de faire une pétition pour avoir 8 millions de signatures pour demander l'appui de la Russie. Toutes les couches, la société civile était impliquée. Même les militaires ont signé cette pétition pour avoir vraiment l'appui de la Russie. Et Dieu merci, la Russie vraiment a pris cette pétition en compte. Et à l'époque, ils ont fait appel au ministre des Affaires étrangères du Mali. À l'époque, c'était Tcheblin Dramé. Et encore, ils ont fait appel au ministre de la Défense des Rouges pour signer de coopération militaire. Tout ça, c'était l'aspiration du peuple malien. Et aujourd'hui, vraiment, nous, en tant que groupe de patriotes, nous nous réjouissons de cela. Et nous lançons toujours un appel à nos différents partenaires, vraiment, associations, toujours maintenant de soutenir cette transition. Alors, Coulibaly, vous dites que la nouvelle a été favorablement accueillie du côté de Bamako. Ce qui est important et ce qu'il faudrait relever ce matin, c'est que vous nous dites également que cette nouvelle a été favorablement accueillie du côté de Kidal. C'est-à-dire que les populations sont sorties avec les drapeaux du Mali pour célébrer l'entrée des forces armées à Kidal. C'est bien cela? Effectivement, les enfants étaient dans la joie totale. Pas non seulement à Kidal, même hier, le ministre de la Défense était sorti et dans son fief, précisément à Kati. Les Kidalois, nous avons des frères qui sont à Kidal. Vraiment, ils se disent qu'ils sont très. Ils attendaient cela il y a très longtemps parce qu'ils étaient pris en otage. Ils n'avaient pas le droit de parler. Oui. Ils n'avaient pas maintenant de voix, même de dire. Ils étaient pris en otage. Ils ne pouvaient rien dire. Dès que l'armée est rentrée à Kidal, vraiment toute la sous-population est sortie. Et jusqu'à présent, nous avons nos frères qui sont en train d'appeler. Ils se sentent en sécurité maintenant. Et nous saluons la décision de Assimi par rapport à la prise des services parce qu'il y a deux commissariats à Kidal. Premier arrondissement et deuxième arrondissement. Je pense que dans quelques jours, la police serait là pour vraiment la protection des civils et de leurs biens. Ça, c'est déjà un acquis. Et ce processus est déjà en marche. Nous parlerons certainement de ce processus de réinstallation de toutes les institutions nécessaires du côté de Kidal, Coulibaly. Mais bien avant, qu'est-ce qui a fait la différence sur le terrain? Selon les informations que nous avons, les médias mainstream avaient annoncé une bataille du côté de Kidal, mais il n'y a rien eu. On fait comprendre que les terroristes séparatistes ont pris la fuite juste après avoir vu l'armée arriver. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information ce matin? Et deuxième volet de ma question, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où se trouveraient aujourd'hui justement ces séparatistes terroristes qui ont pris en otage la population de Kidal pendant près d'une décennie aujourd'hui? Oui, selon les informations, ils ont pris la tangente parce que par terre. Et vraiment, il y a tout récemment, il y a un de nos politiciens, un certain Oumar Marco, on peut dire cela, qui avait demandé l'intervention de l'État, mais cela nous montre que nos politiciens étaient en complicité avec ces gens, parce que c'était le dernier recours. Donc, selon les informations, ils avaient miné vraiment les alentours de Kidal. Mais vraiment avec la détermination et vraiment l'honneur, nos femmes ont pu vraiment défier tout ce qu'ils étaient en train de combiner. Et ils ont eu peur, vu la sécurité vraiment, des forces de frappe des femmes. Il y a beaucoup qui ont pris la tangente, qui sont allés vraiment se réfugier dans les grottes. Il y a d'autres qui sont allés au niveau de l'Algérie. Donc, pour vous dire que il n'y a pas eu de combat. Bon, en réalité, ils ont fui. Vu vraiment qu'ils sont inférieurs, ils ne peuvent même pas vraiment faire face à l'armée malienne. Automatiquement, leur dernier recours maintenant, c'était maintenant de prendre la poudre d'escampette. Et il y a beaucoup de personnes qui sont allées vraiment se retrancher dans les grottes. Mais tôt ou tard, ce que nous savons, l'armée malienne est en train maintenant de faire des ratissages, point par point, rue par rue. Même dans les amours, ils vont tout ratisser. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence?
parce qu'il a quand même, il a fallu attendre 11 longues années pour que l'armée remette pied du côté de Kidal. Qu'est-ce qui a fait la différence? Tout à l'heure, dans votre première prise de parole, vous avez évoqué toutes ces missions qui se sont succédées dans votre pays au Mali. Vous avez parlé de Barkhane, mais bien avant Barkhane, il y a eu Serval. Vous avez parlé de Takuba, même la force du G5 Sahel qui est arrivée. Aucune de ces forces-là n'avait réussi à permettre à l'État central du Mali de reprendre le contrôle de cette localité de Kidal. Aujourd'hui, ces choses faites, qu'est-ce qui a fait la différence à votre avis sur le terrain? La différence a été la prise de décision. Puisque avec la mission Serval à l'époque, c'est la Serval qui parlait au nom du Mali aux Nations Unies. Donc, quand Assimi est venu, Assimi a dit niet, il faudrait revoir les accords vraiment qui sont signés entre le Mali et la Serval. Donc c'est ça qui a amené la différence. Et nous avons vu tout récemment à la résolution de 2090 pour que Sadio et Diop a été clair avec vraiment nos partenaires. Donc on a jugé nécessaire maintenant de modifier les accords qui étaient entre le Mali et la MINUSMA et la Barkhane. Donc nous avons su que il y avait une mauvaise volonté, il y avait vraiment une emprise vraiment si notre armée était prise en otage. Puisqu'à un moment donné, on nous disait que notre armée ne devait pas aller à tel niveau et notre armée ne doit se limiter à tel niveau. Et la France parlait au nom du Mali aux Nations Unies. C'est la France qui avait droit, vraiment de faire appel à qui il veut. Donc on était pris en otage. Quand Assimi est venu, Assimi a brisé cette emprise. Et c'est ça qui est vraiment a précipité la prise de Kidal. Voilà, peut-être pour sortir, on va vous libérer, Mahamadou Koulibaly. C'est quoi la suite dans sa prise de parole, dans son communiqué lui à la télévision nationale? Le colonel Assimi Goïta dit: oui, nous avons pris Kidal, mais c'est pas pour autant que la mission est achevée aujourd'hui. Il faut œuvrer pour une opération de ratissage, mais surtout de restauration de l'intégrité du territoire malien aujourd'hui. Pour vous, qui représentez entre autres le groupe des patriotes du Mali aujourd'hui, dans l'une de vos sorties également, vous apportez votre soutien au pouvoir en place actuellement du côté de Bamako. C'est quoi la suite, parlant justement des actions qui seront menées justement par le groupe des patriotes du Mali? Notre soutien, c'est toujours la sensibilisation et l'information. Oui. Toujours œuvrer vraiment dans le bon sens du patriotisme, avoir vraiment l'amour de la patrie. Ceci sera notre mission vraiment dans les jours à venir. Plus sincèrement, l'information, parce que nous avons, auparavant, il y avait des médias qui étaient là pour la désinformation. Mais Dieu merci, actuellement, nous avons tous des médias partout. Nous avons vraiment d'un point focal partout qui nous donnent des informations vraiment réelles. Notre mission vraiment, c'est de sensibiliser et informer, toujours soutenir les actions de la transition et toujours redynamiser la coopération avec la Russie. Parce que nous, en tant que groupe de patriotes du Mali, nous avons su qu'avec le Russes, nous pouvons y aller de loin. Merci. Voilà, merci à vous, Mahamadou Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication du groupe des Patriotes du Mali, en abrégé bien sûr, GPM. Vous étiez entre autres notre premier invité de ce matin dans le cadre de cette émission de Forio Matin et vous réagissez en direct du Mali. Merci à vous et très bonne journée. Vraiment. Merci. Je salue tous les auditeurs. Merci. Tous les auditeurs, ceux-là qui nous suivent d'ailleurs à l'instant sur la 96.3 FM, tous les téléspectateurs, ceux qui nous prennent en direct actuellement à la télévision, encore ceux qui nous suivent via nos différentes plateformes numériques, aux côtés bien sûr nos invités ce matin, Tapé Gourbera, de l'autre côté sur Zoom, à qui nous avons eu l'occasion de dire bonjour tout à l'heure, sur place en présentiel, le consultant permanent Anatole Abera ici, qui nous a fait l'honneur d'être des nôtres ce matin, Triple A, directeur de publication, journaliste. Bonjour à vous, DP, et bienvenue. Bonjour à vous, Baudelaire Nguéné. Je dis bonjour aux techniciens, sans qui cette magie ne serait jamais possible. Bonjour au top management. Je dis bonjour à mes autres co-panélistes qui sont de l'autre côté de l'écran. Bonjour à l'Afrique. Je salue le peuple malien ce matin. Je suis solidaire
je partage leur joie, Oui. mais c'est une victoire d'étape. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme à mon habitude, entrer dans cette émission par un coup de gueule. Allez-y. Lorsque les panafricanistes opposaient cette problématique sur la table dans le cadre de leur débat, on les qualifiait de complotistes ou d'anti-vax. Oui. Aujourd'hui, du côté de l'Hexagone, comme du côté du bloc occidental, il y a un autre débat. J'ai envie de dire, le scandale est dehors. Le scandale des effets secondaires des vaccins contre le Covid et tous ces machins qu'on nous fout dans le corps. Oui. Tous ces scandales sont dehors. Et ça me ramène dans le contexte camerounais, où depuis quelques jours, il y a un autre scandale du même acabit, du côté de la région du Sud, Cameroun, à Kribi précisément, où un bébé qui venait de recevoir son vaccin contre la rougeole est paralysé. Dans le contexte camerounais, on nous fait comprendre qu'il y a un comité scientifique qui a vocation à faire des contre-expertises des vaccins dont on nous fait la publicité contre la poliomyélite, la rougeole et tout ce que vous pouvez imaginer, entre autres le Covid. Eh bien, je crois qu'il est important aujourd'hui que si les autorités qui ont la responsabilité de gérer la santé publique au Cameroun nous donnent des explications. Ils ont le devoir et l'obligation de nous donner des explications. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui souffrent des effets secondaires indésirables des vaccins contre le Covid, alors qu'il a été rassuré aux Camerounais que il n'y avait pas, ces vaccins c'était du nickel, il n'y avait aucun problème. Voilà. Ces débats ne doivent pas être tabous. Il faut qu'ils soient véritablement mis en perspective, parce que sinon, nous sommes dans l'obligation de demander aux Camerounais de ne plus jamais courir après les campagnes de vaccination. Je suis désolé de le dire. Voilà. Si ces autres, je ne suis pas en train de tenir les campagnes de subvention, il est important de demander au gouvernement de la République du Cameroun de faire preuve de responsabilité quand il s'agit de la santé des Camerounais. Il n'y a pas très longtemps, permettez-moi de terminer par là. Allez-y. Je crois que c'est la semaine dernière, sur ce même plateau, je décriais la mise en vente d'un riz interdit tant à la consommation animale qu'humaine. Le riz a été vendu aux enchères. Un riz qui a passé plus de 10 ans dans les intempéries, dans les entrepôts du port autonome de Douala. Et ça n'émeut personne. Et il nous revient que c'est un ennemi du peuple qui a été le facilitateur de ce gros scandale. Et personne ne dit rien. Donc nous pensons que nous, les hommes de médias et les médias, nous avons la responsabilité en tant que chien de garde de dénoncer cela. Merci pour l'invitation. Voilà, je pense que cette histoire de vaccin doit être mise dans le même panier que ce qu'on a qualifié à l'époque au Cameroun de Covid Gate. Anatole Albert Aïssi, vous avez d'ailleurs suivi cela de très près. Je ne sais pas trop si Talo nous a déjà rejoint. Je rappelle que vous êtes conseiller panafricain. Vous êtes également ingénieur des systèmes réseau. Il aura l'occasion de nous rejoindre à l'instant. Mais peut-être une première réaction, tapez Groubera sur la reprise de Kidal. L'annonce a été faite par le chef d'état-major général des armées. Par la suite, dans un communiqué, lui, à la télévision nationale, c'est le colonel Assimi Goïta, chef supérieur des armées, président de la transition, chef de l'État, qui a confirmé cette information. Après 11 longues années d'absence, ça y est, les forces armées maliennes sont de retour à Kidal. Votre réaction à chaud au lendemain, justement, de cette annonce faite par le pouvoir de Bamako? Merci. Je voudrais saluer avec déférence l'armée malienne et le peuple malien. Mais avant, permettez pour la civilité, j'avais oublié de saluer mon frère Anatole Aïssi, mon frère Koulibaly Mamadou qui est intervenu et certainement mon frère Talou qui viendra par la suite. Donc je dis que je salue avec beaucoup d'énergie, très très positive, l'armée malienne et le vaillant peuple du Mali et tous les panafricains, mais surtout le leadership du président Assimi Goïta.
Pourquoi il faut le dire? Je vous ai dit que nous sommes une chaîne sérieuse. Quand nous sommes une chaîne sérieuse, il faut dire des choses sérieusement. Oui. Il nous arrive de fois des gens, des Africains, malheureusement un peu touchés par l'émotion, lorsque le 15 août 2022, oui, 22. Lorsque les dirigeants du Mali ont dit que c'était la France qui était à la base de la déstabilisation, de quoi on dit non, mais pourquoi ils le disent? Puis d'autres même sont allés pour dire pourquoi ils ne brandissent pas leurs preuves, ils ne donnent pas à la Russie. Parce que le mal est profond. Vous n'avez pas dit que le mal était profond. Le frère Mamadou Koulibaly a expliqué. Nous allons donc utiliser des éléments qui sont là pour que les gens comprennent. Ici, j'ai le journal officiel que tout le monde peut télécharger. Oui. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, c'est le journal officiel du 11 janvier 1957. 11 janvier 1957. Vous pouvez le télécharger. Il passe la loi 57-27 du 10 janvier 1957, créant une organisation commune des régions sahéliennes. Donc, déjà, nous sommes en 1957, aucun État africain qui était occupé, parce que moi je ne parle pas de colonisation, il n'y a pas eu de colonisation, qui était occupé par la France, n'avait encore acquis son indépendance. Je vais donc pas m'attarder longtemps, mais je vais lire déjà l'article premier. Donc, quand vous prenez l'article premier à la page 758, voilà ce qu'on nous dit. Voilà, c'est écrit par les Français, hein, ce n'est pas écrit par les Africains. On nous dit, il est créé une organisation commune des régions sahéliennes dont l'objet est la mise en valeur, l'expansion économique et la promotion sociale des zones sahéliennes de la République française, et à la gestion de laquelle participent l'Algérie, la Mauritanie, le Soudan, le Niger et le Tchad. Je rappelle que le Soudan dont on parle, c'est le Mali. Donc, depuis 1957, la France n'a jamais pensé un jour que nous allons acquérir notre indépendance, mais puis même notre souveraineté. Donc, ils se sont dit qu'ils allaient gérer cette partie-là. Donc, ce n'est pas pour rien que cette zone les intéresse. Je vais encore parce qu'à la suite, lorsque M. François Hollande avait dit que la France, ils sont intervenus, là-dessus, je veux pallier du revers de la main. La France n'est jamais intervenue, je rappelle, et je le dis à toute fin utile, n'est jamais intervenue au Mali pour stopper des djihadistes qui allaient à Bamako. Je le dis avec force et énergie. J'avais à l'époque écrit un article dessus, dont le titre était « Non, M. Hollande, la France n'a pas encore payé sa dette envers le Mali ». Je vais donc citer De Gaulle lui-même, parce que souvent on ne fait pas. Dans ses mémoires, les mémoires d'espoir, donc vous prenez à la page 16, voilà ce que dit Médouin. Il dit dans l'extrémité où une défaite provisoire l'avait refoulé, c'est dans le territoire d'outre-mer que la France a trouvé son repos à la base de départ pour sa libération. Ça veut dire quoi? Que lorsque la France a été totalement conquise, pas vraiment la France, mais l'Europe, c'est en Afrique, je dis bien en Afrique, que la France est venue trouver ses ressources, est venue trouver sa base. Je rappelle à toute fin utile que le général de Gaulle a fui pour aller à Londres, mais le général de Gaulle n'avait aucune base à Londres. La base de la France libre a été de 1940 à 1943, Brazzaville. De 1943 à 1944, Alger. Ces deux villes ne sont situées que sur un seul continent qu'on appelle le continent, mais l'Afrique. Vous pouvez lire les mémoires de De Gaulle, notamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il faut le dire. Oui. Il y a une organisation qui a été faite. Parce que la création de cette zone d'Azawad, qui est une création artificielle, qui s'inscrit dans ce que j'appelle la continuité de ce dont je viens de parler de 1957, on va donc créer cette zone d'Azawad. Prétextant qu'on veut donner une certaine autonomie à des Touaregs qui sont maliens. Alors que, je rappelle, vous avez près de 500 Touaregs au Mali et vous en avez près de 2000 au Niger. Mais la France prend fait et cause pour les 500, non pas pour les 2000 qui sont, 2 millions qui sont, comment on appelle, au Niger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà même ce que avait fait à l'époque Nicolas Sarkozy et Alain Juppé en 2011, le 7 février,
L'an dernier, une délégation du MLA avait été reçue discrètement au Quai d'Orsay et le 7 février au Sénat. Alain Juppé avait appelé à traiter à fond la question Touareg sur le fond. Vous voyez, donc c'est une organisation qui a été orchestrée pour empêcher que non seulement le Mali puisse recouvrer la plénitude de sa souveraineté, mais puis pour que cette zone revienne, parce que c'est une zone riche, comme d'ailleurs tout le continent africain. Mais cette zone, puisqu'on nous fait croire que les Touaregs sont des peuples qui sont des peuples nomades, donc on va dire, bon, on va soudoyer quelques individus qui sont dans cette localité-là, et en fait, la France va s'installer de manière durablement, ce n'est pas seulement la France, les Occidentaux, et s'approprier les ressources de ce pays en divisant le Mali en deux. C'est ça le projet. Oui. Ceux qui ne le savent pas. Ça veut dire qu'ils ont été instrumentalisés, Tapé Goubera? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez que dans toute situation, l'instrumentalisation, je rappelle, n'est pas l'apanage des Africains. Oui. Lorsqu'en 1955, on installait le mur de Berlin, il n'y avait aucun Africain. Le mur de Berlin a été installé par les Allemands, qui sont des Européens. Donc, pour vous dire qu'on peut manipuler des populations avec l'énergie qu'on a pour les instrumentaliser. Donc, les Africains n'ont pas besoin d'avoir honte pour dire qu'il y a parmi nous des traites. Oui, ce sont des traites, mais ce ne sont pas tous les Africains. Je voudrais, parce que ça va venir dans mon livre qui va apparaître, mais vous rappelez, pour ceux qui ne le savent pas, que le général de Gaulle, parce qu'il a simplement été à Londres pour dire qu'il va libérer son pays, il y a eu un procès, on l'a condamné de part à 4 ans, à contumace, ensuite à mort, mais pire, je dis bien pire, ce que les gens ne savent pas, le général de Gaulle a été déchu de sa nationalité française par des Français. C'est dans mon prochain livre que vous allez voir. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir. Je ferme rapidement cette parenthèse. Pour dire que c'était ça l'objet. Et nous saluons en espace de 2 ans le vaillant gouvernement sur le leadership du président Assimi Goïta pour libérer l'Afrique. L'Afrique ne peut se libérer que par ses propres enfants. Dans mon livre précédent, que je vous ai envoyé une copie, vous avez vu, j'ai parlé, moi aussi je fais un peu la promotion. Non, allez-y, Tapé Goubera, allez-y. Voilà. J'ai fini par ça, parce que des fois, les gens s'asseyent pour dire, mais les Africains même proposent quoi? Je rappelle que sur le plan économique, il y a eu ce qu'on appelle le plan de Lagos, qui est sorti en 1980, qui avait été proposé après 2 décennies de cette, comment on appelle, cette issue, enfin, de cette voie sans issue. Les Africains, les unités africains, les économies sont assis, ils ont proposé ce qu'on appelle le plan de Lagos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, on parlait des pays du tiers-monde. Les Occidentaux ont demandé à comment on appelle, une économie humaine de Berg, qui a créé donc ce qu'on appelle le plan Berg, opposé au plan, c'est là est né le terme pays en voie de développement. Vous voyez qu'on crée des éléments à un moment donné, ce qu'on appelle des néologismes qui vont créer. Donc, on va mettre, et par pression, par intimidation, même les chefs d'État qui avaient décidé d'appliquer le plan de Lagos finalement se sont repliés. Le seul, je dis bien le seul qui a appliqué le plan de Lagos, c'est le président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, en 3 ans, il a réalisé ce qu'on fait. Donc, pour vous dire qu'en termes de ressources humaines, l'Afrique n'est pas démunie. Malgré toutes les calamités dont nous avons fait l'objet. Tout à l'heure, mon frère Anatole ici a parlé de ce qu'il y a. L'attaque de l'Afrique, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour, qui s'est fait de manière continuelle. Depuis moins 553 ans de l'ère chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes continuellement attaqués. Et en plus, à l'intérieur de notre territoire, vous avez des gens qui sont manipulés et qui véritablement, ils sont une minorité, pensent qu'ils ont droit de chapelle. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vais saluer aussi la mémoire du ministre Cissé Smaïla, qui a été l'un des rares, parce que feu Ibeka, qui a régné, enfin, qui a été élu démocratiquement pendant 10 ans, il n'a jamais pu mettre les pieds à Kidal. Parce qu'il avait accepté de fait cette partition du pays. Et le ministre Soumaïla Cissé personnellement a décidé que ce n'était pas normal en tant que député. Et c'est comme ça qu'il a tenté d'aller au nord. Il a été kidnappé pendant 6 mois, aux yeux et à la barbe de toutes les forces occidentales que vous connaissez. C'est après une négociation, après paiement d'une rançon aux voyous qui ont fui
et que cette autorité a été libérée. Quelque temps après, elle est décédée. Je ne pense pas que ce soit lié. Je vais terminer par un petit élément pour dire qu'en réalité, oui. La question, parce que vous avez posé, comment se fait-il que, parce que c'est la propagande qui fait croire aux gens qu'à Kidal, vous avez des peuples et des choses qui sont contre le régime du Mali. C'est faux, absolument faux. La preuve, ça dit qu'ils sont pris en otage. Comment peut-on imaginer que des gens viennent installer, parce que la plupart des gens, ce sont des voyous souvent extérieurs. On a dit, vous avez donc des gens de ACMI, vous avez les gens qui viennent de Syrie et autres, tout ça, soi-disant pour imposer, en fait, guidés par l'extrémisme, ou bien par cette qui vient de, comment on appelle, de l'Arabie Saoudite, le Wahhabite, qui viennent installer, parce que le Mali a presque 90% une population musulmane. On ne voit pas quel est le bien fondé d'installer des gens de djihadistes, mais c'est parce que ce sont des gens qui sont instrumentalisés. En réalité, ce sont des voyous, donc qui ont objectif de faire leur commerce, leur business, sous le fallacieux prétexte de, comment on appelle, d'imposer un islam. En réalité, c'est pas ça. C'est le business, c'est la racaille, ainsi de suite. Et eux, comme ils vont se comporter comme des gourous, et à la suite de ça, ils vont céder le territoire aux Occidentaux, qui aujourd'hui, je dis, voilà, nous sommes vraiment, mon frère Talou le confirmera, nous sommes dans le froid. Maintenant, on est en train de faire. Donc, nous cherchons en Europe ici, par tous les moyens, comment faire pour nous approprier le gaz et le pétrole. Donc, s'il faut même, excusez-moi l'expression, allez vous tuer, c'est ce qu'on va faire. C'est pour cela qu'il faut dire stop à tout ça. Parce qu'il y a un monde qui est possible, c'est le monde de la solidarité. Et ça s'inscrit dans le paradigme africain. Voilà. Merci à vous, Tapé et Groubera. Depuis 2012, Anatole Albert ici, aucun soldat français n'a réussi à mettre le pied du côté de Kidal. Pire encore, quand ces forces d'interposition sont arrivées du côté du Mali, ces dernières interdisaient l'accès de Kidal à l'armée. On a eu à recenser toutes ces forces qui se sont succédées là-bas, disant vouloir permettre à l'intercentrale de recouver, ou du moins d'œuvrer à la restauration de l'intégrité du territoire. Mais en plus de 11 ans, aucune de ces forces n'a réussi à réaliser ce que viennent de réaliser les femmes. Alors, comment vous expliquez cette reprise de Kidal? Quels sont les leviers sur lesquels le pouvoir en place a dû appuyer pour reprendre le contrôle aujourd'hui de Kidal, même si vous préférez parler d'une victoire d'étape? Bien évidemment, c'est une victoire d'étape. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, je ne suis pas souvent très émotif. J'ai toujours prendre du recul. Déjà, il faut noter que dans son intervention, dans ce communiqué, le communiqué du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, que j'ai lu dans son intégralité, il y a deux mots que j'ai retenus. Le mot liberté et souveraineté. Je pense que ces mots-là font partie de l'histoire du Mali. Liberté et souveraineté. Liberté et souveraineté, parce que le Mali a une histoire, une très grande histoire. Contrairement à ce que certaines personnes qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique ont tendance à croire que c'est eux qui nous ont apporté la civilisation, tout ce qu'ils racontent. Donc, le peuple malien, c'est un peuple de lutteurs, de combattants. Eh bien, j'ai l'habitude de le dire, la plupart des forces, tout ce que vous appelez les forces d'interposition, les forces de maintien de la paix, toutes ces forces armées qui viennent de l'extérieur, soi-disant pour venir mettre la sécurité chez vous, sont dans des opérations de business. Ils sont dans des opérations de police, et dans le meilleur des cas, ils sont là pour sauver les meubles. Elles sont là pour sauver les meubles, ces forces-là. Je crois que nous avons abondamment vu le cliché de la présence de l'aménagement ainsi que des Barkhane du côté du Mali. Pendant pratiquement plus de 10 ans, déjà, on n'a pas vu un terroriste véritablement neutralisé par ces forces. Et vous avez vu le matériel, la logistique qui constituait l'aménagement et Barkhane au Mali. Et vous pouvez penser, croire que
toutes ces logistiques, les drones, les vecteurs aériens, c'est-à-dire les drones... Vecteurs aériens et terrestres, c'est-à-dire les drones, les hélicoptères, les avions de chasse n'ont pas pu neutraliser les terroristes pendant plus de 10 ans. Avec tout ce que j'ai vu là, tout ce que nous avons vu. Maintenant, vous voyez donc le vecteur terrestre. Ouais. Je crois que nous avons vu, lors de la démobilisation de Barkhane du côté du Mali, nous avons vu des centaines de milliers de conteneurs et de camions qui transportaient ce matériel pour le Niger. Et ce matériel, ça servait à quoi? À lutter contre le terrorisme qui n'existe pas dans le droit international, soit dit en passant. Voilà. Et quand je l'ai dit, les forces armées étrangères ne sont pas là pour faire le job des armées nationales. Oui. Du tout. Ce sont les armées nationales qui doivent faire le job que viennent de réaliser, n'est-ce pas, les forces armées maliennes. C'est-à-dire reconquérir les espaces des territoires qui sont entre les mains, n'est-ce pas, des indésirables, disons comme ça, des indésirables. C'est-à-dire des groupes armés, des groupes terroristes. Et je voudrais vous donner ça en mille, à savoir que dans le cadre de cette opération qui a été engagée par les forces armées maliennes, les terroristes bénéficiaient des services de renseignement de l'OTAN et de Paris. Je vous le dis. C'est-à-dire qu'ils étaient systématiquement renseignés par l'OTAN. Je dis bien, l'OTAN est présent au Sahel. Oui, sous les positions des FAMA. C'est bien. Lorsque vous ne pouvez pas, pour faire une guerre comme celle qui est une guerre asymétrique, vous ne pouvez pas vous avancer comme à l'aveuglette. Vous devez avoir des informations précises. Et ces informations précises et cruciales, j'ai envie de dire capitales, étaient données aux terroristes. Par l'OTAN et l'armée française. Ça, c'est important de le dire. Malheureusement, certainement pour eux, avec la coopération militaire entre la Russie et le Mali, avec l'implication, n'est-ce pas, des instructeurs russes, que les autres appellent des mercenaires, eh bien, ils ont été en avance. Elles ont été en avance, ces forces. Donc, c'est ça qui a fait la différence pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure, que vous avez posée tout à l'heure, au premier intervenant. C'est-à-dire, c'est ça qui a fait la différence sur le terrain. Deuxième chose, j'ai suivi, toujours dans le contexte de cette actualité, le porte-parole du CSP déclaré qu'il s'agit d'un repli stratégique. D'un repli stratégique. J'allais justement vous relancer. Parce que la bataille de Kidal n'a pas eu lieu. On dit que ces voyous, comme les qualifie Tapé Gourbera, ont pris la fuite à l'arrivée des forces armées maliennes. Mais lorsque vous êtes dans un théâtre d'opération et que vous engagez dans un repli stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que vous n'êtes plus capable d'avancer ou de tenir sur vos positions. Ça veut dire que le gouvernement malien, je veux dire l'armée malienne, a mis tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle dispose comme moyens pour véritablement déloger ces terroristes. C'est ça qu'il est question. Maintenant, pour revenir à votre question de manière plus objective, mais écoutez, nous avons tous vécu en 2017 l'humiliation subie par Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a pas pu se rendre. Non, pas qui n'a pas pu se rendre. Ça dit que Macron, qui est son hôte, atterrit de ce côté, atterrit à Kidal, et lui demande de le retrouver à Kidal. Et Macron se donne, c'est-à-dire se permet de faire la revue des troupes françaises en territoire malien. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'image. La symbolique, l'humiliation totale. Monsieur, vous n'êtes pas capable, ça veut dire que monsieur, vous n'êtes pas capable de contrôler votre territoire. Moi, j'y suis. Et je vous informe que je suis chez vous. Et je vous demande de venir. Je vous demande de venir. C'était d'ailleurs l'une des rares fois où l'ancien président avait mis pied du côté de Kidal parce que par la suite, il a exercé son mandat parce que le dispositif avait été mis en place pour que M. Macron, qui continue d'alimenter les terroristes de ce côté-là, puisse être en sécurité. Je voudrais également vous faire savoir, vous l'avez d'ailleurs indiqué, que les représentants de l'État central malien, pour se rendre à Kidal, en tout cas dans le septentrion malien,
Mais Adam montait patte blanche. Pourquoi? Parce que c'est Barkhane qui choisissait qui entre, qui n'entre pas. Avec le soutien et la collaboration des terroristes. Pourquoi? Parce qu'ils pillaient le pays. Ils étaient dans la perspective de balkaniser. De partitionner le Mali. De partitionner le Mali. D'un côté, ils avaient un projet de création d'un État de l'Azawad. Et de l'autre, parce que c'est très riche en tout ce que en minerais, en pétrole, en eau douce, et l'uranium, tout ça, ça existe là-bas. Donc maintenant, pour entrer dans ce labyrinthe, il fallait monter patte blanche. C'est ce qu'il est question. Donc, lorsqu'aujourd'hui vous voyez, c'est une parenthèse, lorsqu'aujourd'hui vous voyez les autorités de transition traîner la patte pour appliquer ce que vous appelez les accords d'Alger 2015, c'est justement parce que les accords d'Alger de 2015 contiennent des iniquités qui sont inacceptables pour la stabilisation, pour la souveraineté et la liberté du Mali. C'est-à-dire, quand vous dites que votre pays, qui est souverain, qui est certainement indépendant, doit être gouverné, doit être dirigé par d'autres personnes qui sont étrangères à votre pays, qui ne sont même pas des Maliens. C'est ça qu'il est question. Donc, aujourd'hui, c'est une victoire d'étape, ça il faut le dire. Je ne voudrais pas être dans l'émotion, c'est une victoire d'étape parce que il y a beaucoup de boulot qui doit encore être fait. C'est le temps que vous avez la Mauritanie, qui est le voisin du Mali, et qui ne joue pas un franc jeu avec l'État malien, notamment dans la lutte contre le terrorisme, et qui a accepté d'héberger sur son territoire, n'est-ce pas, une base de l'OTAN. Et nous savons ce que c'est que l'OTAN dans l'environnement géopolitique mondial. Et l'OTAN, lorsqu'il est présent quelque part, ça n'a jamais été de bonnes nouvelles. Voilà. Tout à l'heure, je vous indiquais. Pour sortir, que dans le contexte, n'est-ce pas, de la confrontation entre les djihadistes, les terroristes de Kidal et l'armée malienne, soutenue par les instructeurs russes, l'OTAN et l'armée française ont joué un rôle crucial dans le centre du renseignement et même dans l'approvisionnement de la logistique, d'une certaine logistique. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme le président de la transition malienne l'a indiqué, c'est une victoire d'étape. Il y a encore du boulot, beaucoup de affaires. C'est le temps que ces gens, ils ont dit ils ont engagé un repris stratégique et qu'ils vont certainement revenir avec des renforts. Les responsables de la CSP, ou du moins du CSP, pardon, Talo, disent avoir, du moins s'être repliés face notamment à cette entrée des forces armées maliennes du côté de Kidal, volontairement. Ils disent s'être repliés volontairement et parlent d'un repli stratégique pour mieux se redéployer et faire face aux forces armées maliennes qui ont désormais le contrôle de Kidal. Est-ce que vous parlez, ou du moins parleriez-vous d'une victoire d'étape, ou alors vous pensez que clairement aujourd'hui le dur a été fait et c'était la reprise de Kidal? Tout d'abord, bonjour à vous, Talo et bienvenue. Bonjour Nguéné, bonjour à Tapé Boubera, bonjour à Anatole ici. Toujours un plaisir de les revoir, de partager le panel avec tout le monde, aussi avec tous les techniciens que nous ne voyons pas et que grâce à eux, c'est grâce à eux que les choses marchent marchent devant. Bonjour aussi à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices que nous ne voyons pas, mais qui sont les forces qui font notre force, parce que, comme nous cessons de le rappeler, c'est que c'est eux, une fois que l'émission est terminée, c'est eux qui vont dans les quartiers, les villages, et communiquer dans nos langues africaines, et ce qui fait que aujourd'hui nous arrivons à ce résultat-là, Kidal libéré. Merci pour l'invitation. Voilà. Allons-y sur la question d'entrée, Talo. Parleriez-vous d'une victoire d'étape, ou alors pensez que le dur a été fait par les forces armées maliennes au moment où les terroristes séparatistes parlent d'un repli stratégique pour mieux se redéployer et faire face aux forces armées maliennes? Quand ces gens parlent, entendez-vous par là que ce sont les Occidentaux qui sont en train de parler? Pourquoi je dis ça? Beaucoup de choses ont été dites par mes copanélistes avant que je n'arrive. Et je prends ça en mon compte aussi. Vous voyez que lorsque les Occidentaux ont décidé d'attaquer
l'Afrique en général, parce qu'il ne s'agit pas seulement du Mali, il ne s'agit pas seulement de la Libye. Ils ont attaqué la Libye, c'était un plan, ils avaient tout planifié. On prend les rebelles là-bas, on va détruire Kadhafi, on connaît la situation un peu ethnique dans les pays africains, pas seulement au Mali. On va utiliser les Touaregs pour ramener et venir maintenant accomplir la mission qu'on avait. C'est-à-dire la mission, c'était de diviser le Mali et aussi éparpiller le terrorisme dans tout le golfe de Guinée, le Sahel, etc. Donc, quand ils avaient réalisé cet exploit, et ils sont rentrés au Mali, les Occidentaux, c'est les Occidentaux, ce sont les armées occidentales, il ne faut pas parler des terroristes ou des Noirs, non. C'est des gens qui ont été manipulés, ils pensent comme les Occidentaux, et c'est les Occidentaux qui les ont amenés. Le but de la France, c'était pas de venir lutter contre le terrorisme, puisque c'est eux les terroristes. Nous le savons, dès le départ, nous le savons. Aujourd'hui, ceux qui ne nous croyaient pas, nous croient aujourd'hui. Parce que je me rappelle que depuis 2013, quand ça a commencé, moi j'étais au Canada. Moi je faisais partie des gens qui ont dit pas d'intervention ni de l'ONU, ni de l'armée française, ni au Mali, ni en Centrafrique. Pas d'intervention. Et malheureusement, il n'y avait pas encore aujourd'hui, comme on l'a aujourd'hui, For You Media Africa pour faire rayonner nos voix des panafricains pour que ça bloque, ça empêche les gens qui devaient décider de ne pas décider. Les populations ne savaient pas, les populations les ont accueillis. Ils sont rentrés en Centrafrique, ils sont rentrés au Mali, ils étaient fiers. On voyait François Hollande, ce criminel qui mérite d'être guillotiné. Eh bien, on le voyait devenir le président de l'Afrique. Il était content en disant, faisons le malin, nous sommes là, à vos chevets. Après, quand ils ont parlé de mettre en place le G5 Sahel en disant que l'intelligence sera confiée à l'armée française. Vous savez comment, dans quel état j'étais quand j'avais appris ça? J'étais dans un état que vous ne pouvez pas comprendre. Je me dis, comment on peut donner l'intelligence à l'armée française? Et ils pensent que l'armée française va leur communiquer l'information pour lutter contre les terroristes que l'armée française a amenés. C'est ça que je me disais, mais nos voix ne pouvaient pas porter plus loin que ça. Ces présidents qui étaient là. Bien sûr, peut-être, soit on peut dire, on peut mettre sur le dos de la peur. Ils ont eu peur pour dire ça. Mais beaucoup, c'est pas l'aliénation. L'aliénation conduit l'être humain, la dépendance mentale, à pouvoir, comme l'a dit Patrice Lumumba, en disant que si on me tue demain, c'est qu'un blanc aurait armé la main d'un noir, parce que Patrice Lumumba, son père, était conscient de l'aliénation. Malcolm X va le dire en parlant d'esclaves de maison. C'est lui là, comme son maître dit, si maître dit qu'il est malade, il dit non, nous sommes malades. Donc, je mets sur le dos de l'aliénation. Pour eux, ils pensaient vraiment que la France était le pays qui avait les technologies qui venaient là pour et qui va leur donner les informations afin de lutter contre les terroristes. Mais nous qui avons, Dieu nous a ouvert les yeux, on disait que non, c'était de l'erreur la plus fondamentale de mettre en main en disant l'armée française va nous communiquer les informations, nous allons bombarder, nous allons aller attaquer les terroristes. On a vu ce que ça a donné. Là, c'est l'armée française qui prend les informations de l'armée, notre dite armée malienne, et communique aux terroristes pour que les terroristes puissent attaquer l'armée malienne. Nous, on n'avait pas les satellites, mais le fait de vivre parmi les Occidentaux ici, on les connaît. On a donné ce conseil-là, mais enfin, il n'y avait pas encore pour que tout le monde nous écoutait, mais on était là, dans nos coins, parmi nous, on disait ça, c'était pas possible. C'est le contraire, ça va se passer. Et on a vu, aujourd'hui, le Mali a eu les technologies, le Mali a confirmé ce que nous, on disait qu'on n'avait pas de satellite. Notre satellite, c'était le Dieu de nos ancêtres. Il nous disait ça. Il nous disait, il ne faut pas leur dire d'accepter que ces gens-là puissent leur donner les informations. Ces gens vont leur donner les informations contraires. Et ils ont fait pendant plus de 10 ans. Ils ont donné les informations contraires. C'est-à-dire, ils ont pris l'information sur les femmes. Ils les ont donné à eux-mêmes, les terroristes, l'armée française, la force Takuba, Serval qui est devenu la force Takuba, avec tous leurs frères et sœurs qu'ils ont amenés de l'Europe ici. Ils donnaient les informations sur les positions de l'armée malienne. Et ils ont fait massacrer notre armée. Ils donnaient les positions sur nos populations dans les villages. Ils ont habillé. Il y a eu des témoignages. Ils habillaient
des gens pour ressembler à des Dogons. Ils habillaient d'autres pour ressembler à des Touaregs, des Peuls. Donc, ils prenaient ces gens-là, ces faux Dogons, pour aller massacrer les vrais Peuls et les Touaregs. Et du coup, ils prenaient aussi les faux Touaregs qu'ils ont habillés pour aller massacrer les Dogons la nuit. Ça, c'est des témoignages qui ont été faits par des gens qui l'armée française a utilisé, la force a utilisé, les gens ont utilisé pour massacrer, faire le génocide de la population. Il s'agit du génocide, crime contre l'humanité que la France a mené au Mali, au Centrafrique, au Burkina Faso. Il n'y a pas autre mot que ça. Pendant plus de 10 ans, ils sont arrivés. D'autres disent que ils ont foiré leur mission. Non, il faut définir leur mission. Avant de dire qu'ils n'ont pas réussi leur mission. Quelle était leur réelle mission? Leur réelle mission, est-ce que c'était pour venir sauver le Mali? Non. Leur réelle mission, c'était pour venir détruire le Mali, détruire l'Afrique. À ce moment-là, si on est d'accord sur la vraie définition de leur mission, alors ils ont reçu une partie de leur mission. La destruction du Mali, le massacre de nos populations là-bas, le massacre de nos populations au Centrafrique, le massacre de nos populations, même ce qui s'est passé au Cameroun, quand on oppose en disant que d'un côté il y a ce qu'on appelle les francophones, alors que nous ne sommes pas des francophones et des anglophones. Ils nous ont utilisés entre nous pour que nous nous massacrons au leur nom pour qu'eux, ils viennent nous piller, on soit toujours déstabilisés. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait pendant 10 ans au Mali. Aujourd'hui, en partant, on a vu tout ce les manigances qu'ils ont fait pour ne pas s'y ressasser parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. En partant, ils se sont accordés avec l'armée malienne, avec notre président Assimi Goïta, ils ont donné la date de leur départ. C'était, je crois, le 14 décembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils ont anticipé leur départ pour partir et laisser la base de Kidal entre les mains de leurs frères, les terroristes et sœurs, puisqu'il y a des femmes là-dedans aussi, des terroristes. La MINUSMA, la force des Nations Unies, l'ONU. L'ONU, c'est l'Organisation des Négriers Unis. Vous êtes d'accord avec moi que le vrai nom, c'est Organisation des Négriers Unis. Parce que quand ça a été créé, c'était pas des négriers. Vous prenez la Russie, vous mettez de côté. Vous prenez la Chine, vous mettez de côté. Tout le reste, c'était des négriers. Et c'était eux qui commandaient. La France, les États-Unis, comment on appelle, l'Angleterre, des négriers à cette époque-là. Aux États-Unis, nos frères et ceux qui étaient là-bas, c'était des esclaves purs et simples, partout. Donc c'était l'organisation des négriers. Ils ont fait le malin, ils ont donné Kidal, et ils pensaient que l'armée malienne, ils pensaient que Assimi Goïta n'allait pas bombarder les terroristes, leurs terroristes qu'ils ont mis dans le camp. Parce qu'ils se disaient, il va penser aux droits de l'homme. Il va dire que si jamais il fait ça, là, ils étaient sûrs. Parce que les droits de l'homme, et si jamais il ne va pas oser faire ça, parce qu'on va l'accuser d'un droit de l'homme. Mais ils oublient qu'en Israël, en Palestine, la terre des Noirs, je dis bien, ni les uns ni les autres ne sont pas propriétaires de cette terre. Mais quand même, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Ils oublient qu'au même moment, l'Israël est en train de bombarder, tuer des populations de l'autre côté là-bas en Palestine. Ils pensaient que nous, on va croiser les bras comme ça. On laisse leurs terroristes dans le camp de Kidal. Ils ont eu chaud. Et nous disons merci aux FAMA. Merci à nos forces armées de tous les pays qui se battent pour sortir des griffes de l'Occident. Merci à vous, nos forces armées. Nous disons à la population, quand vous voyez l'armée malienne passer, dites-leur bonjour avec beaucoup de respect. Quand vous voyez l'armée camerounaise passer, dites-leur bonjour avec beaucoup de respect. Quand vous voyez l'armée centrafricaine passer, dites-leur bonjour avec beaucoup de respect. Idem pour l'armée burkinabé, idem pour l'armée du Niger, idem pour tous les pays là où nos armées, c'est grâce à eux que nous sommes en paix. Leurs familles, nous devons les honorer. Nous lançons un appel à la population africaine. Ils nous ont toujours opposés à nos armées.
Ils nous ont opposés à nos armées, ils ont donné des formations pour que nos armées soient des armées pour réprimer la population africaine. Aujourd'hui, nous devons inverser la situation. Nous devons acclamer nos armées. Nous devons être fiers de nos armées. Ces gens qui sont devant, qui sont là, qui donnent leur vie, parce qu'ils frottent la mort à chaque fois qu'ils sont sur le champ de bataille. Oui. Pour qui? Pour notre sécurité, pour que nous soyons. Mais aussi, vous, nous qui sommes des médias, les médias panafricains, c'est la première force des armées et vous devez les respecter. Les panélistes, les panafricains, ceux qui se lèvent, ils n'ont pas peur. Parce que pour dominer, on commence d'abord par affaiblir mentalement. On commence par la parole. Et ce que nous disons ici, ce que nous faisons, nous sommes en train de faire la guerre. La guerre pour protéger non seulement les Africains, mais tous les Noirs du monde entier, même voilà. ceux qui ne croient pas en nous. Voilà. Ah. Alors, Kidal est libéré. La France, les Occidentaux ne font que... Ils sont en train de gesticuler. C'est comme un autre panéliste qui a l'habitude de prendre en disant que quand vous prenez un coq là, vous les attrapez, hein, il le dit bien. Dès que vous l'égorgez là, il fait comme ça, là, le coq. Il commence à salir les derniers instants. Ce sont les derniers instants pour résister quand même avant de mourir. Nous n'allons pas laisser. Nous allons libérer l'Afrique. Nous allons libérer toute l'Afrique. Pour sortir, Talon. Nous avons libéré le Mali. Nous allons nettoyer. Nous allons nettoyer Kidal. Nous allons nettoyer au Burkina Faso. Nous allons nettoyer partout. Et nous n'arrêtons jamais de dire que l'ultime phase, c'est de pouvoir créer l'État fédéral d'Afrique à nos présidents. Assimi Goïta, Mamadou Doumbouya, Touadéra, Ibrahim Traoré, Général Tiani. Et notre patriarche Paul Biya, et tous ceux qui veulent venir. Il faut créer maintenant. Voilà. Merci. Merci à vous, Talo. Tapé Groubera, quels sont les enseignements, les principaux enseignements qu'il faudrait tirer de cette reprise de Kidal? Ça, c'est sûr et certain aujourd'hui que les États africains ne doivent plus sous-traiter leur sécurité avec des puissances étrangères. Ça, c'est l'une des principales leçons à tirer, notamment de cette reprise de Kidal. Le deuxième volet de ma question, quelles pourraient aujourd'hui être les conséquences sur le plan géopolitique et même géostratégique de cette reprise de la localité de Kidal? Ce qui concerne la première, je pense que c'est toujours ce que nous disons. Nous ne devons faire confiance qu'à nous-mêmes, comme nous l'avons toujours fait. Je parle des Africains. Oui. Je mets quiconque au défi de me montrer un seul élément que les Occidentaux, depuis leur agression qu'ils ont orchestrée, jusqu'à maintenant, ont fait pour nous. Un, je n'ai pas dit deux. Oui. Parce que c'est ça aussi, de quoi les gens racontent des histoires. Ils continuent, comme me disent. Donc, ils ne sont jamais déplacés ou sont venus sur le continent africain pour nous aider en quelque soit que ce soit. Par contre, nous sommes allés là-bas pour faire les guerres qui ne nous concernaient pas. Oui. Donc, ce que nous devons retenir, c'est qu'il n'y a que nous seuls qui devons faire face à ce qui se passe. Et c'est dans notre solidarité. Je ne parle pas d'une solidarité mécanique, parce que des fois, des gens sont là, on dit l'union fait la force. Je suis désolé de le dire, l'union ne fait pas forcément l'union ne fait pas forcément une force. Si vous avez des antagonistes, vous vous unissez, ça ne va jamais donner. Ça s'est passé au Mali. Vous avez des gens qui sont à la solde de l'impérialisme, vous vous unissez, seulement c'est celui qui est fort qui va s'imposer. Mais ici, nous parlons d'une union de convergence. C'est-à-dire les gens qui vont dans la même direction, effectivement, cette union fait une force. Ça crée une dynamique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça. Et je vais ouvrir cette parenthèse. Quand j'étais au Bénin pendant ces vacances, il y a un jeune frère qui, dans les discussions que j'ai eues avec lui, m'a dit, mais au fait, qu'est-ce qu'on a perdu? Je lui ai dit qu'on a perdu la confiance en nous. Vous imaginez mon frère Anatole Aïzi à son journal. Je préfère ne pas faire paraître mon communiqué ou bien mes références dans son journal, mais de le faire sortir dans d'autres journaux que vous connaissez. Oui. Je préfère ne pas venir parler sur Folio Média parce que c'est quoi, c'est un petit truc de petit nègre, etc. Mais sortir sur les autres. Vous voyez, cette confiance que nous avons perdue en nous, qui fait du moins que ce que
que nous ne l'apprécions pas ou bien nous avons besoin d'un référent. C'est ce que Cheikh Anta Diop, lorsqu'il s'est retrouvé en 1974, pendant 115, au Niger, à l'université du Niger, c'est la question. On lui a dit, mais vos travaux, est-ce que les autres sont au courant? Il dit, c'est là le vrai problème. Nous avons besoin toujours de référents. Oui. Ça dit que quand on fait quelque chose, est-ce que les étudiants sont prêts? Quand on fait un travail, est-ce que les gens nous voient? Non, il faut qu'on arrête ça. Donc la seule chose qui vaille, c'est notre génie. Et nous ne sommes pas privés. Si les Africains n'ont pas de génie, c'était un peuple qui était soumis à disparaître. Si l'Afrique n'avait pas de génie, il n'allait rien avoir sur la terre. Lorsque les Africains nés sur le continent africain, c'est pas moi qui l'ai dit, plus de 100 000 ans avant même qu'il y ait une autre vie ailleurs, et que nous sommes partis, à l'époque, les continents collés, nous sommes partis sur les autres continents, on avait fait une des grandes recherches, la découverte du feu. S'il n'y avait pas de découverte du feu, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Européens. C'est pour ça que les gens sont allés se cacher dans les grottes pour vivre pendant des millions d'années en perdant la mélanine. C'est grâce au feu que nous avons découvert sur le continent africain. Ensuite, tout le reste. Donc, nous avons toujours ce génie. Donc, ça, c'est la première des choses aujourd'hui que nous devons faire, notre solidarité. Comprendre que nous sommes meilleurs en 2 ans, ce que les gens n'ont pas pu faire en 10 ans. Et je suis totalement d'accord avec mon frère Talo. Ils n'ont pas, c'est pas qu'ils ont foiré à leur mission. Leur mission, c'est ça. Il ne peut pas avoir de convergence. L'union ne peut pas faire la force avec eux. Nous sommes dans un système, je vais dire, diamétralement opposé. Et leur mission, là, c'était ça. J'ai lu, et Talo l'a ajouté, Anatole Aïzi en a parlé. L'objectif, c'était de s'approprier les territoires africains pour l'exploiter. Notre objectif, c'est de nous libérer pour que nous pensions à d'autres choses. Donc, on ne peut pas s'unir avec cela. Première des choses. Non. Et je profite en même temps pour dire à mes frères en RDC, l'exemple est devant vous. Oui. Je rappelle, à mes frères en RDC, l'exemple est devant vous. Ça fait 20 ans que mes parents sont en train de mourir en RDC. Parce qu'il y a une volonté de les soumettre en esclavage et exploiter les territoires. Donc, il n'y a que les Congolais appuyés des panafricains qui peuvent libérer le territoire. Tout le reste ne sont que de la plaisanterie. Maintenant, en ce qui concerne la question en géopolitique. Oui, des conséquences géopolitiques, géostratégiques. Dans tous les cas, il faut dire que quand nous parlons du président Assimi Goïta, on parle d'un visionnaire, les gens pensent qu'on se trompe. Oui. Je pense que c'est des gens qui sont très réfléchis. C'est pour cela quand je suis d'accord, je pense même que Anatole Aïzi, lors d'une émission, en a parlé. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on veut exclure les militaires dans la gestion des pays. De Gaulle qui a géré, pour lequel les Français parlent aujourd'hui, il était militaire. À moins qu'on dit général, c'était un militaire. Parce que voilà un monsieur qui a compris qu'en amont, il crée ce qu'on appelle l'AES, l'Association des États du Sahel. D'alliance. Pour réanimer le Liptako Gourma. Parce qu'il sait que seul, il ne peut pas le faire. Les voyous qui racontent leurs histoires, en fait, ils pensent que leurs parents vont les adouber, vont leur donner des moyens, ils se trompent. Bref. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelques incursions. Mais aujourd'hui, on sait. Parce qu'à l'époque, comme ils avaient des gens comme les Bazoum, ils viennent taper le Mali, ils fuient, ils vont se réfugier au Niger. Ou bien, quand il y avait d'autres gars comme les Blaise Compaoré qui étaient là, ils font ça, ils peuvent aller au Burkina Faso. Maintenant, c'est fini. Quand ils traversent la frontière, ils vont recevoir le déluge de feu, peut-être même supérieur à ce dont ils voulaient échapper. Donc, la création de l'Iptako Gourma est un élément important. C'est pour ça que je pense que sur le plan stratégique, c'est bien important. Mais, soyons vigilants. Mes professeurs l'ont dit, c'est pas fini, c'est une étape. Dans tous les cas, le serpent n'est pas mort. Il ne faut pas laisser tomber le bâton. Sinon, nous allons commencer, parce que quand ils vont revenir, ils vont tellement être méchants dans ce qu'ils font qu'on va voir, nous serons là à tout le temps en train de pleurer. Donc nous devons être vigilants, parce qu'ils ne sont pas morts. Et ils vont venir par d'autres stratégies. Laquelle? Ah oui, bon, on va signer des alliances, comme si nous avons besoin des alliances. Aujourd'hui, nous avons d'autres projets. Je rappelle que l'union ne fait pas forcément la force. Je rappelle, l'union ne fait pas forcément la force. Pour qu'il y ait une union, il faut qu'il y ait pour que ça donne lieu à une force, il faut qu'il y ait une convergence. Si vous êtes divergents, vous allez vous unir, ça ne va rien donner. On a vu des réunions qui ont fait 2 heures, ça n'a rien donné.
Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est, à partir de l'Itako-Gouma, comment l'étendre? Comment faire pour que les pays voisinants, on puisse le faire? Parce que l'insécurité au Mali, il y a eu des répercussions au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, au Niger, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Donc, ici, nous lançons un appel à tous ces chefs d'État qui, à un moment donné de leur histoire, peut-être ne comprenaient rien, ou bien peut-être n'ont rien compris de l'histoire. Le grand Mobutu, il est mort avec à peine une vingtaine de personnes à ce funérail. Son corps se trouve encore au Maroc. Le grand Blaise Compaoré, qui a régné pendant 27 ans de manière absolue sur le Burkina Faso, même un laissez-passer, la France refuse de lui donner. À plus forte raison, un visa. Donc, les éléments historiques sont là. On ne va pas aller loin. Donc, nous demandons à ces chefs d'État qui peuvent, à un moment donné, se retourner, de comprendre que, comme disait le professeur Nusere Kalala, nous sommes à l'ère du verso. C'est-à-dire, il y a un changement radical qui s'opère. Nous, ici, qui sommes, c'est vrai, en Europe, on va en souffrir. Mais toujours est-il que nous ne voulons plus continuer d'accepter que nos parents souffrent. Je finis cette petite parenthèse parce que le samedi dernier, j'ai rencontré une personne qui a traversé la Méditerranée pour arriver en Europe. Je préfère vous épargner. Vous imaginez sur un bateau d'une cinquantaine de personnes, il y a seulement 19 qui ont pu traverser. Donc ça veut dire que la Méditerranée est un cimetière pour les Africains, comme cela a été pendant 4 siècles lorsque les gens sont venus faire des razzias et les déportations. Aujourd'hui, pratiquement, de manière, je vais dire, je ne peux pas dire volontaire, parce que tout est créé pour que nous fuyions notre continent. Oui. L'aspiration d'un homme, c'est avoir le bonheur. Quand les gens viennent, par exemple, au large de Dakar, avec des grands bateaux pour pêcher contre la petite pêche que les gens font, c'est normal qu'à un moment donné, le pêcheur ne se sente plus, ainsi de suite. Et qu'il y a cette vision qui est que l'Occident se passe bien, on a cette envie de quitter parce qu'on cherche un mieux-être. Ce fait, il faut que nous l'arrêtons. Parce que je dis plus jeune, d'ici 5 ans, il faut que l'Afrique soit le grenier et l'usine du monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la possibilité de planter, par exemple, le manioc, qui a au moins 300 dérivés et qui peut faire du bien. Avec le manioc, on peut faire des produits cosmétiques. Avec le manioc, on peut nourrir tous les animaux. Avec les boutures, on peut le composer. C'est un plat avec les feuilles, on prépare le beau plat que j'aime bien au Cameroun, le ndolé. N'est-ce pas, si je me trompe? Ah, c'est bien ça. Je sais. Ouais. Donc, vous dites, chers frères, que nous devons maintenant, que ça c'est une parenthèse que je fais pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de riz. Tout à l'heure, Anatole Azier a parlé. Si le riz, ce n'est pas une culture de chez nous, prenons ce que nous avons chez nous, comme disait Nelson Mandela, dans toute situation où on gagne, où on apprend. Nous devons apprendre quand nous n'avons pas gagné. Voilà. Merci à vous, Tapé Groubera. Vous avez parlé d'une victoire d'étape, Anatole Albert Aïssi. Ça veut dire que vous sous-entendez qu'il y a encore du travail à faire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, parlant des autorités en place, pour sécuriser à long terme cette localité de Kidal? Écoutez, je ne voudrais pas être prétentieux. Nous sommes dans les éléments d'analyse. Oui. Et forcément contextuels. Pour indiquer quoi? Pour indiquer que les autorités maliennes font déjà ce qui devait être fait depuis. Oui. Vous savez, la nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez l'espace, quelque part sur votre territoire, cet espace peut être occupé pas toujours par de bonnes personnes. C'est très souvent occupé par des personnes malveillantes. Et ça a été le cas du côté du Mali. Ça a été le cas du côté de la République centrafricaine. Ça a été le cas du côté de la République démocratique du Congo, où vous avez affaire des pays vastes, des territoires vastes, des vastes territoires, où l'État central n'est pas présent, partout pas de là. Oui. Du fait que l'État central n'était pas présent dans certains territoires. Et ça a attiré, n'est-ce pas, ça a attiré les appétits des personnes malveillantes qui ont migré de la Libye vers, par exemple, le Mali, après l'assassinat par Sarkozy, n'est-ce pas, de Muammar Kadhafi. Donc, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire que lorsqu'on reconquiert un territoire, il faut absolument
assure la présence de l'État de manière permanente sur ce territoire, en mettant en place, n'est-ce pas, le retour des institutions, l'administration. Tout ça doit être présent. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça va se passer comme ça s'est passé par le passé. La seconde chose, il est important que le président de la transition, du point de vue politique, parce que contrairement à ce qui a été souvent dit par certains analystes du dimanche, eh bien, la solution à la crise sécuritaire qui sévit d'une manière générale du côté du Sahel et plus particulièrement au Mali est politique. Mais si la solution est politique, ça ne veut pas dire qu'on doit pouvoir entrer de plein pied dans ce que j'appelle tout à l'heure les accords d'Alger 2015. Non, il faut absolument trouver autre chose que ce qui a été proposé par les mondialistes qui ont d'autres projets pour le Mali. Oui. Donc il faut véritablement privilégier la solution politique, bien que la solution militaire soit également à l'ordre du jour, parce qu'il est ici question de véritablement, j'ai envie de dire, remettre le territoire malien entre les mains j'ai envie de dire, l'État régalien malien. Oui. Là, et ne pas laisser un centimètre de territoire malien entre les mains de la population internationale avec ses relais locaux. Il faut le dire. Deuxième chose, il faut véritablement renforcer les partenariats stratégiques. Nous avons vu aujourd'hui, du côté du Mali, ça nous donne à penser que c'était possible. Alors que par le passé, il y en a qui nous ont fait croire, c'est-à-dire les grands stratèges de l'armée française nous ont fait croire que ce n'était pas possible de faire plier les Chines aux terroristes du côté du Mali. Mais avec l'armée malienne, par le soutien soutenu par russes et voilà. Finalement, c'était possible. Je ne sais pas si vous avez vu des centaines de milliers de conteneurs de matériel militaire se diriger vers Kidal. Non, c'était des centaines d'hommes, quelques moyens logistiques, et puis le boulot a été fait. Le boulot a été fait, comme je vous l'ai dit, c'est une victoire d'étape. Deuxième chose, il faut véritablement continuer à traquer, n'est-ce pas, ces terroristes et criminels, c'est le cas de le dire, jusqu'à leur dernier retranchement. Oui. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, s'ils sont encore armés et récupèrent la logistique qui est entre leurs mains, qui constitue également une menace, qui reste une menace. Donc, nous privilégions également la société. Pour me résumer, il faut privilégier la solution politique, il faut privilégier la solution socio-économique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'investissez pas, les terroristes, ils recrutent où? Ils recrutent parmi les jeunes qui ne font rien, qui sont au chômage, qui sont sans emploi. Ils recrutent parmi les illettrés. Les illettrés, donc il faut mettre l'accent sur l'éducation des jeunes, sur la construction des écoles, il faut mettre l'accent sur la création des emplois, il faut mettre l'accent sur toutes ces choses qui ne vont pas amener les jeunes à entendre les sirènes, n'est-ce pas, des terroristes, parce que très souvent, lorsque quelqu'un qui n'a jamais touché 100 000 francs, on lui promet 100 000 francs pour aller, pour porter une arme, mais tout de suite, le choix est fait. Le choix est vite fait. C'est-à-dire, même si quelquefois, c'est un deal qui n'est pas respecté par l'autre partie, c'est-à-dire, on vous promet 100 000 francs. Nous avons connu ça, c'est une parenthèse, avec les Zimbabwe, certains Zimbabwe qui ont quitté les rangs. C'est-à-dire qu'on leur promettait quelquefois des centaines de millions. Et à la longue, c'était pas ça. Et puis, au moment de vouloir quitter la trappe, c'était difficile de quitter la trappe. Pourquoi? Parce que c'était engagé. Donc, il faut donc que les autorités maliennes, puisque nous sommes dans les solutions, il faut qu'on privilégie la solution politique avec les Touaregs, pour la plupart, puisqu'on dit que ce sont les Touaregs. Mais sauf que je n'aime pas trop cette analyse. Je n'aime pas analyser la situation sur le temps, parce que ça donne l'impression que ça crée une forme de conflit ethnique en place. Ça donne l'impression qu'il y a des conflits ethniques. Oui. Il y a des minorités et qu'il y a la majorité, ainsi de suite. Je n'ai pas trop fait mon analyse sur ce prisme-là. Donc c'est vrai que d'une manière générale, il peut y avoir, comme dans la plupart des pays au monde, même en France, aux États-Unis, il y a des contradictions sociales, il y a des contradictions politiques, il y a des contradictions internes, mais ça ne peut pas pourtant être analysé sur le prisme, justement, des minorités, non, de la loi de la majorité sur des minorités. Non, c'est pas ça. Parce que très souvent, quand on entend Macron raconter cette histoire, ça donne l'impression qu'au Mali, il y a des clivages de cette nature, ce qui est faux. Alors, il faut donc privilégier la solution politique
il faut privilégier les investissements du point de vue économique pour occuper ces jeunes qui n'ont rien à faire, qui sont à la recherche d'emploi. Il faut privilégier l'investissement dans le système éducatif, parce que ça aussi c'est important. Un enfant qui ne va pas à l'école, forcément, il va être tenté de s'engager dans la criminalité et pire, dans le terrorisme. Donc c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons affaire du côté du Mali, nous avons affaire à des dirigeants qui ont vision. Oui. Et je salue beaucoup la discrétion du président de la transition. C'est quelqu'un qui parle très peu, mais qui pose des actes forts. Qui agit plus et qui pose des actes forts. Voilà. Merci à vous, Anatole Albert. Ici, Triple A. Talo, nous allons sortir de cette thématique avant de donner la parole à nos téléspectateurs qui pourront également s'exprimer sur cette reprise de Kidal. Sous quel angle prenez-vous justement l'action des FAMA aujourd'hui? Peut-on réellement parler d'une victoire d'étape? Vous aurez l'occasion de commenter justement l'actualité malienne ce matin, marquée justement par cette reprise 11 ans après. Elles sont de retour, les forces armées maliennes du côté de Kidal. Alors Talo, quel est le chantier qui attend désormais les autorités en place du côté de Bamako? Dans son message, dans son adresse à la nation, le colonel Assimi Goïta a parlé d'une victoire inachevée, car il faudrait plus que jamais poursuivre sur le chantier de la restauration d'intégrité du territoire malien. Alors, sur quel chantier en priorité doivent désormais se pencher les nouvelles autorités? Un seul grand chantier avec des ramifications. Un seul grand chantier, je dirais avec des enfants, des chantiers enfants, si je me fais comprendre. Quel est ce grand chantier? Ce grand chantier, c'est l'éducation. Avant de parler de l'éducation, j'aimerais rappeler que nous devons nous poser des questions sur ce qui s'est passé là-bas au Mali. Et ce que je dis pour le Mali, ce que nous sommes en train de dire pour le Mali, c'est valable pour tous les autres États en Afrique. Comment se fait-il qu'un être normal, un noir, qu'il soit malien, qu'il soit centrafricain, qu'il soit burkinabé, comment se fait-il qu'il puisse accepter facilement qu'un blanc français vienne lui dire, écoute, voilà une arme, voilà un peu d'argent, va massacrer les gens de ce village-là. Et puis, nous, on va exploiter, je ne sais pas, c'est pas exactement ce qu'ils le disent. Et puis, voilà. Et puis, la personne là, qui est noire, qui est comme moi, comme vous, il prend les armes, il va dans un village, il massacre tous ceux qui lui ressemblent. Il prend les femmes, il va les violer. S'il ne les tue pas, si nous ne nous posons pas, nous ne nous arrêtons pas sur la question mentale, comment on arrive à faire changer quelqu'un pour aller commettre un crime contre lui-même, nous n'allons jamais nous en sortir. Et ce message, je le lance à tous les présidents, et en particulier ces 5 présidents-là. Si jamais, vous ne vous avez jamais posé la question, comment ça se fait qu'on soit des Centrafricains, des Noirs ou des Tchadiens, des Soudanais, acceptent de prendre les armes, ils s'appellent Seleka, CPC, tout ce que vous voulez. Et ils vont tuer d'autres Centrafricains, des Noirs comme eux. Si vous ne vous posez pas cette question, si vous vous contentez seulement de dire on va seulement les combattre, vous allez les combattre, d'autres vont naître. On va amener d'autres à la place. Donc, on arrive à cette situation à faire détruire l'être humain, à le faire commettre des crimes contre lui lorsqu'on l'a déjà détruit mentalement. Et c'est la question maintenant, ceux qui n'ont pas réfléchi à la question, comment ils disent souvent ici sur ces plateaux destruction mentale. Destruction mentale, c'est via l'information, via la communication, via la formation. Nous avons été dominés, nous avons été pris en otage pendant plusieurs siècles, plus de 500 ans. Je dirais même, oui, pendant plus de 500 ans. Pendant plus de 500 ans, où l'information que nous recevons, l'éducation que nous recevons, vient de nos ennemis. Vous vous rappelez de ma phrase, qu'on la qualifie comme on le veut. Former, c'était le cerveau. À la fin, c'est la pensée de l'élève de son bas à celle de son formateur. Donc, si les gens au Mali, au Burkina, ils prennent les armes que la France, les États-Unis, tous les Occidentaux en général leur donnent pour aller tuer leurs propres frères et sœurs, c'est parce que les Occidentaux les ont détruits.
Il y avait des Africains qui ont compris ça. Il y en a beaucoup, peut-être qu'on n'en parle pas, mais il y en a qu'on connaît qui ont compris. J'ai suivi une émission, il y a de cela quelques mois, sur la télévision, une des télévisions de chez nous, burkinabé. Je suis burkinabé, en ce moment que je parle là, je suis africain, donc je suis burkinabé. Sur notre télévision, et cette émission était très intéressante. Il faisait les témoignages de nos ancêtres. Quand les Français avaient mis pied là-bas, ils ont commencé, par les armes, ils ont commencé à recruter par la force. Ils prenaient les enfants, nos ancêtres, qui étaient encore enfants à cette époque-là, pour les former dans leur école. Et ils formaient les enfants. Dès que les enfants sortaient, les adultes voyaient que ces enfants qui sortaient de la formation des Français, automatiquement se mettaient à brutaliser leur papa, leur maman, leurs frères et sœurs. Ils ont observé une fois, deux fois, trois fois, ils ont dit... c'est parce que ces gens-là forment nos enfants. Et en formant nos enfants, en fait, ils ne les forment pas, mais ils les détruisent. Ils les font pour que les enfants deviennent leur propre ennemi, l'ennemi de leur communauté. Vous savez ce qu'ils ont fait dans l'émission? Ils ont dit, alors ces ancêtres-là, avec les puissances naturelles que nous avons, ils ont fait des trucs que vous allez appeler grégrinou, quoi que vous voulez, mais c'est des trucs de chez nous, c'est des connaissances, de façon à ce que chaque enfant qui sortait de ces formations-là, il perdait la tête, il devenait fou. En 1 minute 30, Talo, parce qu'il faudrait que nous prenions... C'est très important, c'est pas être en ce que je dis, c'est très important. Vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Mais là, c'est l'occasion, Permettez-moi de finir, ça va être très vite. Oui, on va essayer d'être bref. Ils se sont rendus compte que ces enfants, quand ils reçoivent les formations des Français, les Français les déformaient pour qu'ils devenaient l'ennemi de leur... Ça, c'est dans les années 1800, 1700, 1800. Les ancêtres automatiquement se sont rendus compte. Malcolm X s'est rendu compte quand il a parlé de l'esclave de maison. Il savait que c'était la formation donnée par le maître qui détruisait l'autre et qui devenait l'esclave de maison. Patrice Lumumba s'est rendu compte de ça quand il dit: si on me tue demain, c'est qu'un blanc aurait armé la main d'un noir. Il s'est rendu compte de l'aliénation, la dépendance mentale. Qui d'autre s'est rendu compte? Chez Anta Diop, on a pris conscience. Ama Mazama, qui est encore vivante là, qu'il faut faire appel à elle. Omotundu qui est reparti. Et je parle, tapez Goubera, tous ceux qui sont sur le Haïti, il y en a plein qui savent que la dépendance mentale, c'est ce qui tue l'Afrique. Le premier chantier, c'est de revoir le programme éducatif, de le mettre à plat au Mali, en Centrafrique, au Burkina, de le panafricaniser de façon afro-centrée. Nous avons fait une émission ici où Tapé Groupe vous a montré des livres que j'en ai ici aussi. Des livres, que nous avons tous les livres. C'est-à-dire que tout est prêt pour pouvoir commencer une Afrique, nouvelle Afrique, avec notre propre histoire. Tapé Goubera, si je ne me trompe pas, il va me dire, il nous a exposé des livres ici, il a fait la démonstration des mathématiques, il a montré des choses. Nous avons des livres, plein de livres qui sont partout sur la monnaie. Regardez la monnaie, c'est nous qui avons inventé la monnaie. La monnaie, ça vient de nos ancêtres. Il y en a plein là, des livres. C'est nous qui avons inventé tout. Touadéra, président, nous vous demandons, nous vous supplions. Assimi Goïta, nous vous supplions. Ibrahim Traoré, nous vous supplions. Mamadou Doumbouya, Abdoulaye Chouani. Par quoi vous devez commencer? C'est par l'éducation. Pas avec ceux qui sont des aliénés, qui sont là ou alors, je ne sais pas, mais avec des gens qui connaissent l'histoire de l'Afrique et qui doivent s'asseoir à côté de ceux-là qui ont des doctorats en mathématiques, en physique, en quoi, mais qui n'ont pas cette connaissance historique, qu'ils soient humbles, qu'ils acceptent que nous revoyons tout de bout en bout. Si nous ne faisons pas ça, nous aurons bien gagné la guerre sur le plan physique comme nous sommes en train de gagner à Kidal. Demain, la France va recruter d'autres. Ne soyez pas étonnés. Notez cette date aujourd'hui. Nous sommes le 15 novembre 2023. Peut-être Talo disparaîtra, peut-être il mourra, peut-être, je ne sais pas. La mort peut nous atteindre tout. Mais notez cette date. Si vous n'attaquez pas l'éducation, il y aura des CPC qui vont se multiplier. Et d'abord, la preuve en est que les CPC ne s'arrêtent pas. Les anti-Balaka, les Sénégal ne s'arrêtent pas. Il y aura des faux Touaregs qui vont être multipliés. Il y aura des terroristes au Burkina Faso qui vont se multiplier. Parce que la France va toujours les manipuler mentalement. Ils vont accepter de prendre les armes. Regardez comment le bon travail, je sors par là,
que ces présidents sont en train de faire. Ibrahim Traoré, nous voyons des vidéos. Ils bombardent les terroristes. Ça devait faire peur à eux, non? Comment vous pouvez imaginer ces bombardements? Mais 2 jours après, on voit qu'il y a encore une cache de terroristes qui sont prêts à aller attaquer. Si mentalement ils étaient normaux, ils voient ça, ils disent oh non, 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 non. Même la force de feu. Mais c'est que ce qu'on a mis dans leur tête, c'est plus fort que eux. Attaquons-nous à l'éducation. Et tout le reste va s'en suivre. L'économie, tout ce que vous voulez, dès que vous réduisez l'éducation, tout le reste se met en place. Mais si vous ne le faites pas, si vous pensez que vous allez construire des immeubles d'abord, vous allez d'abord faire l'économie. Mais l'économie, vous allez faire avec des aliénés. Ça ne va pas marcher parce que vous allez mettre l'économie de l'Afrique, et je sors par là définitivement. Ouais, c'est la deuxième fois que vous le dites. Entre les mains des aliénés qui vont être forts économiquement et qui vont coopérer avec nos ennemis, les Occidentaux. C'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut commencer par l'éducation. L'éducation et l'éducation. Voilà. Ah, merci à vous, Tallo. La réforme complète du système éducatif en Afrique. Ça fait l'objet d'une thématique et je pense que vous étiez également de la partie Tapé Groubera. On va tout d'abord permettre aux téléspectateurs de réagir sur le sujet. Il est très très intéressant. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.